Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va vous proposer des pistes de correction pour le TD numéro 1, exercice 7 d'IF40, qui est également les questions qui vous sont demandées dans le TP numéro 2. Ainsi, cette vidéo va vous aider à appréhender ce TP. Alors, je rappelle l'énoncé de l'exercice. Donc, exercice 7, c'est le tri de données. Donc, nous allons réaliser un programme qui effectue le tri décroissant d'un tableau de 20 données signées qui sont stockées en mémoire à partir de l'adresse table. Donc je ne vais pas réaliser le programme dans cette vidéo car c'est vous qui allez le réaliser en TP. Par contre, je vais vous donner des pistes de correction pour vous aider. Je vais vous donner la méthode que l'on va utiliser ainsi qu'un organigramme pour vous permettre un petit peu de mettre en place vos idées afin d'effectuer le programme que vous allez pouvoir tester en TP. Donc pour pouvoir ce faire, je vais vous présenter une méthode qui s'appelle la méthode du tri à bulles. Alors je ne vais pas faire la méthode pour un tableau de 20 données parce que ça va être un petit peu long. Je vais vous faire pour 4 données seulement. Alors, pour vous présenter cette méthode, je vais prendre un exemple. En haut à gauche, vous avez une représentation de la mémoire avec 4 cases mémoire. Et dans ces 4 cases mémoire, j'ai mis des nombres. Donc j'ai mis 1 dans la case 1, 2 dans la case 2, 3 dans la case 3 et 4 dans la case 4. Les adresses des mémoires ne nous apportent pas vraiment ici. Voyons comment fonctionne la méthode du tri à bulles. Donc je vais trier ces 4 cases par ordre décroissant. Donc à la fin de mon algorithme, je devrais avoir comme réponse 4, 3, 2, 1. Alors, l'algorithme agit de la manière suivante. Je vais faire des comparaisons entre chaque case. Je vais commencer par comparer la première case avec la deuxième case, ici et celle-ci. Et je vais me poser la question, est-ce que la deuxième case est plus petite que la première case? Si la réponse est oui, alors la case est triée, la case numéro 2 est triée par rapport à la case numéro 1, parce qu'elle est plus petite. Et en décroissant, plus on va vers le bas, plus c'est petit. Si la réponse est non, alors je vais échanger le contenu de ces deux cases. Ici, par exemple, la réponse est non. 2 est plus grand que 1, ici. Donc je vais échanger ces cases. Donc je vais me retrouver avec ici 2, ici 1, et les autres cases, pour le moment, je n'y ai pas touché, elles vont être inchangées. Donc ici, j'ai retrouvé 3. Ici, je vais retrouver 4. Et ensuite, je recommence avec les deux cases suivantes. Est-ce que 3 est plus petit que 1? Est-ce que la troisième case est plus petite que la deuxième case? La réponse est non, alors je vais échanger ces deux cases. Ici, je vais avoir 1 dans la deuxième case, dans la troisième case, pardon, et je vais avoir 3 dans la deuxième case. Les autres cases restent inchangées. Je me retrouve bien avec 2 ici et 4 ici. Rebelote, je recommence une comparaison, cette fois-ci avec les deux cases suivantes ici. Est-ce que 4 est plus petit que 1? La réponse est non, alors j'échange ces deux cases. Pardon. Le 1 va aller en bas puisque j'échange les cases. Je vais donc bien me retrouver avec 2, 3, 4 et 1. Arrivé ici, je suis sûr d'une chose. Je peux dire avec certitude que cette case ici contient le nombre le plus petit de l'ensemble des cases. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé des comparaisons successives entre toutes les cases. Donc le nombre le plus petit, forcément, où qu'il soit dans le tableau, ou qu'il soit dans le tableau avant, à la position initiale, il est descendu tout en bas. D'ailleurs, c'est le cas, on voit que 1 est descendu progressivement tout en bas. Je peux donc, avec certitude, dire que cette case-là est triée. Qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien, je vais recommencer. Je reporte mon tableau ici. Donc ici, j'ai 2.
Ici, j'ai 3. Ici, j'ai 4. Et ici, j'ai 1. Qu'est-ce que je fais ici? Je recommence. Donc, je recommence mes comparaisons. Donc, je compare la première case avec la deuxième case. Est-ce que 3 est plus petit que 2? Non. Alors, je vais inverser ces cases. 3 va monter en haut et 2 va descendre. Les autres cases, je n'y ai pas touché. Elles restent inchangées. Ensuite, je recommence une comparaison. J'ai fait les deux premières, je fais les deux suivantes ici. Est-ce que... Je vais y arriver. Ça plante un peu. Voilà. Est-ce que la deuxième case est plus grande ou plutôt est-ce que la troisième case est plus petite que la deuxième case? La réponse est non. Je vais échanger ces deux cases. 2 va prendre la troisième position. 4 va prendre la deuxième position. Les autres cases, je n'y ai pas touché, elles restent inchangées. Une fois arrivé ici, je vais m'arrêter. Pourquoi? Je ne vais pas faire la dernière comparaison comme je l'avais fait avant, puisque je vous ai dit qu'ici, cette case-là, j'étais sûr qu'elle était triée. Donc je n'ai pas besoin de la comparer. Et arrivé ici, je suis sûr d'une chose, je suis sûr que ces deux cases-là sont triées, puisque celle-là était déjà triée, et j'ai fait l'ensemble des autres cases, des comparaisons aux autres cases, et le plus petit des nombres est forcément arrivé ici, qui est 2. Donc, j'ai ici 2 cases sur 4 de trier. Je vais maintenant, vous l'avez compris, recommencer un nouveau passage dans ma table. Je reporte pour l'exemple mes différents chiffres. Voilà. Donc, on repart d'ici. Et je recommence mes comparaisons. Est-ce que 4 est plus petit que 3? C'est-à-dire, est-ce que la deuxième case est plus petite que la première case? Si la réponse est non, eh bien, j'inverse ces cases. Les autres cases restent inchangées. Je n'y ai pas touché. Je n'ai comparé que la première avec la deuxième. Alors, arrivé ici, je m'arrête. Pourquoi je m'arrête? Alors, nous, avec notre œil d'humain, on voit tout de suite que la table est triée. Mais regardez, j'ai déjà trié ces deux cases. Ça, je le sais. Et j'ai trié toutes les autres cases jusqu'à ici. Bon, là, il en restait plus que 2. J'ai uniquement fait ces deux-là. Mais je n'ai pas besoin de faire celle-là et celle-là. Pourquoi? Parce que celle-là est déjà triée. Donc forcément, celle-là également devient triée. Et comme il ne reste plus qu'une seule case, forcément, cette case-là contient l'élément le plus grand de la table. Et donc, arrivé ici, ma table est entièrement triée. Voici l'algorithme du triabule. Donc, en résumé, cet algorithme, il va réaliser des comparaisons et il va réaliser des passages de comparaison dans la table. Alors, je vais me poser la question, combien de passages est-ce que j'ai fait? Ici, j'ai à réaliser 3 passages pour une table de 4 cases, 4 mots. Maintenant, combien de passages je réaliserais si j'avais n mots dans la table? Eh bien, je réaliserais n-1 passages pour une table de n mots. Ainsi, nous allons pouvoir utiliser un compteur dans notre programme pour compter le nombre de passages. Concernant les comparaisons, alors c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'on se rend compte que suivant le nombre de passages, le nombre de comparaisons varie. En effet, ici j'en ai fait 3, ici j'en ai fait 2, ici j'en ai fait 1. Alors,
prêtons attention à la chose suivante. Lorsque vous commencez votre premier passage, on va dire qu'il y a 3 passages restants. Ici, lorsque vous commencez votre passage ici, il y a 2 passages restants. Et lorsque vous commencez votre passage ici, il n'y en a plus qu'un. Et à la fin, l'algorithme est trié. Donc, si je remets en valeur ça par rapport à mes comparaisons, en fait, si vous regardez bien, lorsqu'il y a 3 passages restants, je fais 1, 2, 3 comparaisons. Lorsqu'il y a 2 passages restants, je fais 2 comparaisons. Et ainsi de suite, lorsqu'il y a un passage restant, j'en fais qu'une seule. Donc le nombre de comparaisons, il est égal au nombre de passages restants à effectuer. Voilà comment est-ce qu'on va faire. Donc, bien entendu, pour réaliser ici, je vais également utiliser un compteur pour compter le nombre de comparaisons. Si c'est bien compté également. Voilà. Donc voilà ce que nous allons faire. Enfin, comment comparer les 2 cases ici? Eh bien, pour comparer ces cases, je vais avoir besoin de comparer ces 2 cases, et ensuite je vais avoir besoin de comparer les 2 suivantes, puis les 2 suivantes, etc. Eh bien, je vais utiliser des pointeurs. Je vais utiliser un pointeur sur cette case-là, un pointeur sur la case juste en dessous, et en incrémentant mes 2 pointeurs de 1, automatiquement, je vais me placer sur les cases suivantes. Donc, pour réaliser la comparaison, je vais utiliser 2 pointeurs qui se promèneront dans la table afin de comparer chacun des éléments de la table, comme je vous l'ai présenté dans cette petite méthode. Ok. Maintenant qu'on a compris ça et qu'on a compris comment fonctionne l'algorithme du tri à bulles, je vous propose un organigramme qui répond à eh bien, cette méthode. Voici l'organigramme que je vous propose. Donc, je vais réaliser un sous-programme pour faire ça. Mon sous-programme va s'appeler tri. Donc, je vais commencer par tri. Alors, nous sommes sur une table de 20 cases. Je vais donc réaliser 20 moins 1 passages. Donc, 19 passages. Donc, je vais initialiser mon compteur du nombre de passages que je vais appeler ici CPT dans mon organigramme à n-1. Donc, 20 moins 1, je vais devoir faire 19 passages. Donc, je vais mettre mon compteur à 18 parce que je vous rappelle que le 0 compte. Le 0 va faire un passage. Et le nombre de comparaisons, je vais l'appeler CPT1. Donc CPT représente le nombre de passages, CPT1 représente le nombre de comparaisons. Donc j'initialise mon compteur à 18 et ensuite j'utilise 2 pointeurs. Alors moi j'ai décidé d'utiliser XAR1 et XAR2. Donc XAR1 va recevoir l'adresse de table et XAR2 va recevoir l'adresse de table plus 1. Ainsi, l'adresse de table c'est la première case de table et l'adresse de table plus 1 c'est la deuxième. Je mets mes 2 pointeurs au début de ma table. Ensuite, je vais initialiser mon compteur, mon deuxième compteur, celui du nombre de comparaisons. Alors celui-là, attention, j'ai dit que le nombre de comparaisons, c'est le nombre de passages restants. Le nombre de passages restants, eh bien, il est dans CPT. Pour le moment, il y a 19, soit 18 passages, parce que le 0 compte. Donc, il y a 19 passages restants. Donc, je vais mettre CPT1 égale à CPT. Ensuite, je peux démarrer, je vais faire ma première comparaison. Ma première comparaison, comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, je vais me poser la question, est-ce que le contenu de AR1, c'est-à-dire le contenu de table, est plus petit que le contenu de AR2? Est-ce que ça est plus petit que ça? Donc nous, dans la méthode, j'avais fait l'inverse, hein, mais c'est pareil. Si la réponse est oui, alors j'inverse. Si la réponse 1 est plus petit que 2, alors j'inverse. Si la réponse est non, je n'inverse pas. Donc, si la réponse est non, je ne vais pas inverser, je vais sauter la partie où j'inverse les 2 cases. Maintenant, si j'inverse les cases, voici ce que je vous propose. Je dois inverser les 2 cases. Mais le problème, c'est que si j'en ai écrit une dans l'autre, ça efface ce qu'il y avait dans la deuxième. Donc, je vais utiliser une variable temporaire
Je vais stocker le contenu pointé par AR1, donc je vais stocker le contenu de la première case dans temp, qui est une variable temporaire. Ensuite, je mets la deuxième dans la première, donc ça l'écrase, mais elle est sauvegardée dans temp. Ensuite, je mets temp dans la deuxième. Ainsi, j'ai bien échangé mes deux cases. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, j'ai terminé ma première comparaison. Maintenant, je vais placer mes deux pointeurs à table, enfin, à l'adresse plus 1. Donc, je vais incrémenter mes deux pointeurs de 1. AR1 reçoit AR1 plus 1, AR2 reçoit AR2 plus 1. Une fois que j'ai fait ça, je vais vérifier que mon nombre de comparaisons est terminé. Pour ce faire, je me pose la question, est-ce que le nombre de comparaisons est égal à 0, mon compteur? Si la réponse est non, eh bien je vais recommencer en le décrémentant. Qu'est-ce que je recommence? Je recommence une nouvelle comparaison. Donc je me repose cette question. Si la réponse est oui, eh bien c'est que je suis arrivé ici et que j'ai fait un passage complet. Je me pose donc la question, est-ce que j'ai fini tous mes passages? Donc est-ce que CPT est égal à 0? Si la réponse est non, c'est qu'il me reste des passages à faire, donc je vais remonter. Alors attention, je remonte ici. Lorsque je remonte, je refais un nouveau passage. Il faut que je remette mes deux pointeurs ici au début, puisque je recommence mes comparaisons. Donc je vais remettre AR1 et AR2 à table et table plus 1, aux adresses table et aux adresses table plus 1. Également, je dois recharger mon compteur de comparaison, puisque je vais refaire des comparaisons. Je vais recharger le compteur avec ce qu'il y a dans CPT. Comme CPT décroît, eh bien le nombre de comparaisons va également décroître au fur et à mesure, puisque je réinitialise le compteur ici. Et ainsi, lorsque CPT est égal à 0, j'ai terminé tous mes passages, et donc je peux terminer mon sous-programme. Voilà. Donc voici cet organigramme qui va vous aider pour réaliser l'algorithme du tri. Une petite astuce. Nous avons vu ensemble pratiquement la majorité des différentes actions que vous devez faire ici, sauf deux actions. Alors il y en a une que vous pouvez peut-être deviner, c'est celle-là. Pour comparer deux cases entre elles, je dois comparer AR1 et AR2. Je dois comparer les contenus pointés par AR1 et AR2. Je ne peux donc pas utiliser la commande par exemple CMPR avec AR0, puisque CMPR compare directement les contenus des AR. Il ne compare pas les contenus pointés par les AR. Hein. Donc pour ce faire, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est mettre une des deux cases dans l'accumulateur, soustraire la deuxième, et puis vérifier si le résultat est positif ou négatif. Si le résultat est positif, c'est soit plus grand, soit plus petit, ça dépend de celui que vous avez mis en premier, et l'inverse, c'est que c'est plus grand ou plus petit, suivant celui que vous avez pris en premier. Et pour pouvoir comparer si l'accumulateur est supérieur ou inférieur à 0, nous avons vu ça dans les TD précédents, avec l'instruction BF et les différentes conditions. Donc ça, c'est la première façon de résoudre ceci, qui était bloquant. La deuxième chose que vous n'avez jamais fait, c'est ceci. Puisque vous avez compris que j'ai eu beau marquer CPT dans mon organigramme, nous avons vu ensemble en cours et en TD que pour utiliser des compteurs, nous allons utiliser des registres auxiliaires. Je n'ai jamais fait un registre auxiliaire égal à un deuxième. Donc pour ce faire, vous pouvez faire ça avec un move, mais pas directement. Vous allez devoir utiliser un move, mais intelligemment, puisque avec un move, je vous rappelle, vous ne pouvez pas mettre move XAR1, XAR2, puisque ce sont deux registres auxiliaires. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc vous regarderez sur votre fichier Excel et sur les listes d'instructions, il y a des moves qui permettent d'enregistrer, en tout cas de sauvegarder le contenu d'un XAR. Il y a plusieurs façons de faire ça, vous pouvez passer par l'accumulateur, etc. Mais vous ferez attention à ça. Donc ici, vous ne pouvez pas le faire en une étape, il faudra le faire en deux étapes. Voilà, tout le reste du sous-programme, nous avons vu nous avons vu toutes les étapes que vous pouvez faire ici dans les différents TD précédents. Donc je vous rappelle que cet exercice sera à faire en TP. Vous aurez l'occasion de tester si votre programme fonctionne en TP. Et puis après, vous modifierez le programme pour pouvoir faire du tri croissant, décroissant, en signé et en non signé. Voilà, je vous remercie.